L'avion qui n'a jamais atterri à Tokyo. Le vol 319 de la British Airways décolla de Londres avec pour destination Tokyo. À son bord, 248 passagers, tous impatients de poser pied au Japon après un long voyage de près de 12 heures. Le capitaine William, un pilote expérimenté avec plus de 30 ans de carrière, se tenait à la barre. Il était réputé pour sa rigueur et son professionnalisme. Rien ne laissait présager l'horreur qui allait se dérouler cette nuit-là. Les premières heures du vol se déroulèrent sans encombre. Le ciel était dégagé, les moteurs du Boeing 777 ronronnaient doucement, et les passagers dormaient, certains bercés par les films projetés sur les écrans. Mais à mesure que l'avion s'approchait de l'aéroport de Narita à Tokyo, un événement étrange se produisit. Un épais manteau de nuages noirs apparut à l'horizon, annonçant une tempête d'une rare violence. William ne s'en inquiéta pas d'emblée, les tempêtes font partie du quotidien des pilotes, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce nuage n'était pas comme les autres. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les récits qui vous glacent le sang, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines histoires effrayantes. Maintenant, préparez-vous, car cette histoire ne vous laissera pas fermer l'œil de la nuit. À quelques centaines de kilomètres de l'aéroport, la tour de contrôle ordonna à l'équipage du vol 319 de ralentir et de se préparer à l'atterrissage. Cependant, à mesure qu'il approchait, la tempête s'intensifiait. Les éclairs illuminaient l'intérieur de la cabine d'une lueur surréaliste, et la pluie, lourde et implacable, s'abattait contre le fuselage de l'avion. Nous allons entrer dans un modèle d'attente jusqu'à ce que les conditions se stabilisent, annonça William d'une voix calme aux passagers. Mais intérieurement, quelque chose lui disait que cette tempête n'avait rien de naturel. Les instruments de bord commencèrent à dérailler. Les signaux radio devinrent brouillés, puis disparurent entièrement. Lorsqu'il tenta de contacter la tour de contrôle de Narita, il n'obtint aucune réponse. Toutes les communications avaient été coupées. Les radars de l'avion, censés afficher la position des autres appareils dans la région, montraient un écran vide. Plus aucun avion n'était détecté autour d'eux. Pourtant, l'espace aérien de Tokyo est normalement l'un des plus fréquentés au monde. C'est à ce moment-là que l'équipage réalisa qu'il était seul. Complètement isolé dans le ciel. Le temps passait, et l'avion tournait en rond au-dessus de Tokyo, ou du moins ce qu'il pensait être Tokyo. Mais en dessous d'eux, les lumières de la ville, d'habitude si vives et dynamiques, semblaient étrangement troubles. Les rues ne formaient plus les réseaux familiers. Les éclairages vacillaient dans des motifs irréguliers, comme si la ville elle-même se désintégrait. Les yeux de William fixaient cet étrange paysage avec angoisse, cherchant désespérément un repère familier. Le carburant s'épuisait lentement. La situation devenait critique. Il devait prendre une décision rapidement, sinon il risquait de tomber en panne sèche en plein vol. Mais atterrir dans ces conditions était extrêmement risqué. À tout moment, il risquait de s'écraser. Des murmures d'inquiétude commencèrent à se répandre parmi les passagers. Certains regardaient par les hublots avec appréhension, tandis que d'autres s'agitaient dans leur siège. « Pourquoi n'atterrissons-nous pas » demanda une voix tremblante quelque part à l'arrière de la cabine. Mais personne n'avait de réponse. Personne ne comprenait ce qui se passait. Finalement, William prit la décision la plus risquée de sa carrière. Il allait tenter un atterrissage d'urgence, malgré l'absence de visibilité et le mauvais fonctionnement des instruments. Les copilotes tentèrent de dissuader le capitaine, mais la réalité était implacable, ils ne pouvaient plus attendre. Ils entamèrent alors leur descente à travers les nuages épais et menaçants. Le silence dans la cabine était oppressant. Les passagers se cramponnaient à leurs accoudoirs, leurs visages pâles et figés de peur. Chaque seconde semblait étirer le temps, et une angoisse pesante remplissait l'air. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les ténèbres, les sensations de malaise s'intensifièrent. Des bourdonnements sourds résonnaient dans l'avion, comme si quelque chose de bien plus profond qu'une simple tempête s'enroulait autour de l'appareil. Et puis, soudain, ils traversèrent les nuages. Mais au lieu d'apercevoir les pistes de Narita, une vaste étendue vide s'étendait sous eux. Rien. Ni piste, ni bâtiment, ni même de lumière. Seulement une obscurité inhumaine, profonde et angoissante. Le choc fut immédiat. William, stupéfait, tenta de reprendre de l'altitude, mais les commandes de l'avion refusaient de répondre. L'appareil descendait inexorablement, attiré vers ce vide sombre comme par une force invisible. Les voix paniquées des passagers résonnaient dans toute la cabine. L'équipage ne pouvait plus rien faire. Ils disparurent dans l'obscurité. Le vol 319 fut déclaré disparu cette nuit-là. Des équipes de recherche et de sauvetage furent immédiatement déployées, mais aucune trace de l'appareil ou de ses occupants ne fut trouvée. Pour tous, l'avion s'était volatilisé, englouti par la tempête. Pendant des mois, les proches des passagers attendirent des nouvelles, mais aucun indice ne fit surface. Les hypothèses fusèrent: détournement,
panne d'équipement, voire même une chute dans l'océan. Mais aucune n'expliquait le mystère des dernières transmissions de l'appareil. Ce n'est que bien plus tard, 6 mois après l'incident, que quelque chose de terrifiant fut découvert. Dans une zone reculée, sur une piste abandonnée d'une ancienne base militaire à des centaines de kilomètres de Tokyo, l'épave d'un avion fut retrouvée. Il s'agissait bien du vol 319, ou plutôt ce qu'il en restait. L'appareil semblait intact, comme s'il avait été délicatement posé. Mais à l'intérieur, il n'y avait personne. Pas un seul corps. Pas un seul indice. Les sièges étaient vides, les bagages intacts, mais l'équipage et les passagers avaient disparu. Cependant, les enquêteurs trouvèrent quelque chose d'encore plus troublant. Les horloges et montres à bord de l'avion indiquaient toute la même heure, 3h15 du matin, l'heure exacte à laquelle l'avion avait cessé de communiquer avec la tour de contrôle. Comme si le temps s'était figé au moment où ils avaient franchi les nuages. Aucune explication n'a jamais été trouvée. Les familles des disparus n'ont jamais obtenu de réponse. Le vol 319 reste, à ce jour, l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Certains disent que l'avion a traversé un portail vers une autre dimension, d'autres évoquent une malédiction ancienne. Ce qui est certain, c'est que cette nuit-là, quelque chose de bien plus effrayant qu'une simple tempête s'est abattu sur eux. Si vous avez aimé cette histoire glaçante, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits terrifiants. Qui sait, peut-être que la prochaine fois que vous monterez à bord d'un avion, vous penserez au vol 319 ? L'île perdue dans les Caraïbes. Le capitaine Ricardo était un pilote chevronné, reconnu pour sa capacité à naviguer en toute sécurité dans les cieux agités. Un jour, il était en route pour un vol privé, transportant un petit groupe de passagers de Miami à destination de Barbados. Tout semblait normal, le ciel était dégagé et la mer scintillait au-dessous. Mais soudain, un orage violent s'est abattu sur eux, transformant le ciel en une toile de désastre. Les éclairs déchiraient l'obscurité, et le vent hurlait comme un animal enragé. En un clin d'œil, l'avion fut emporté loin de sa route prévue. Ricardo, essayant de garder son calme, se battait avec les commandes tout en scrutant les instruments de navigation. La fureur de la tempête était telle qu'il ne savait plus où il se trouvait. En un rien de temps, ils se retrouvèrent perdus, dérivant dans le ciel tumultueux. Dans un ultime effort pour échapper à la tempête, Ricardo aperçut une forme sombre au loin. Une île. Il n'avait d'autre choix que de tenter d'y atterrir. Après une descente tumultueuse, l'avion toucha finalement le sol, mais pas sur une piste d'atterrissage ordinaire. Il avait atterri sur une surface rudimentaire, une piste improvisée qui semblait avoir été oubliée par le temps. À peine Ricardo éteignit les moteurs que l'angoisse envahit tous à bord. L'île était déserte, une apparence de désolation enveloppait les lieux. Les maisons abandonnées semblaient murmurer des secrets, et des lumières vacillantes clignotaient à travers les fenêtres poussiéreuses. Les passagers, pris de panique, scrutaient l'horizon. Que se passait-il ici ? Pourquoi cet endroit leur donnait-il la chair de poule ? Ricardo, bien qu'inquiet, commença à évaluer la situation. En regardant autour de lui, il ressentait une présence étrange, comme si les murs des maisons avaient des yeux qui les observaient. « Restez dans l'avion », ordonna-t-il à ses passagers, la voix tremblante. « Je vais vérifier si nous pouvons trouver de l'aide. » Mais alors qu'il s'éloignait, une ombre furtive s'éclipsa derrière une des maisons. Ricardo s'arrêta net, son cœur battant la chamade. Alors qu'il explorait l'île, il ne put s'empêcher de ressentir un frisson glacial le long de son échine. Les arbres étaient tordus et les feuilles tombaient comme des larmes sur le sol. Les signes de vie étaient là, mais d'une manière perturbante. Des lumières faiblement illuminées scintillaient, mais il n'y avait personne en vue. Des murmures se mêlaient au vent, chuchotant des mots incompréhensibles. Ricardo retourna à l'avion, le cœur lourd de présages. « Nous devons partir immédiatement », annonça-t-il, l'angoisse dans la voix. Mais alors qu'il rassemblait les passagers, quelque chose d'étrange se produisit. Le réservoir de l'avion se remplissait lentement, comme par magie. Les passagers, confus et terrifiés, observaient la scène, se demandant si leur salut venait de ce lieu maudit. Ricardo, quant à lui, était partagé entre la gratitude et la méfiance. Comment cela pouvait-il arriver ? Et pourquoi l'île semblait-elle si hostile ? Une fois l'avion prêt au départ, Ricardo annonça à ses passagers, « Accrochez-vous. Nous décollons ?» Les moteurs rugirent, et l'avion s'éleva dans les airs, fuyant la terreur de l'île. Mais alors qu'il quittait les nuages sombres, une angoisse profonde s'installait dans l'esprit de chacun. En retournant dans l'espace aérien contrôlé, Ricardo tenta de signaler leur atterrissage mystérieux. Il souhaitait alerter les autorités sur la présence d'une île qui semblait figée dans le temps. Cependant, les communications échouèrent. Le contrôleur de la circulation aérienne, perplexe, leur répondit « Quelle île ? Vous n'avez pas atterri sur une île répertoriée.
Cette île n'existe pas sur nos cartes. Un silence lourd s'installa, et tous à bord échangèrent des regards inquiets. Que leur était-il arrivé? Que avaient-ils vraiment trouvé sur cette île perdue? La réalité de leur expérience devint rapidement une obsession. Les passagers, de retour à la maison, découvrirent qu'il avait des souvenirs flous de l'île, des visions de formes sombres se déplaçant furtivement derrière des arbres. Leur nuit était hantée par des rêves troublants. Des chuchotements résonnaient dans leur esprit, les appelant à revenir. Chacun d'eux savait qu'il avait croisé quelque chose de sinistre, quelque chose qui ne devrait pas être là. Les mois passèrent, et malgré les enquêtes, aucune trace de l'île ne fut jamais trouvée. Les autorités émettaient des déclarations, expliquant que le groupe avait probablement atterri sur une île non cartographiée, mais l'intuition de Ricardo lui disait que quelque chose de plus profond se cachait sous cette explication. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la lueur des lumières, l'ombre fuyante, et il savait qu'il n'avait pas été le seul à ressentir cette présence. Mais ce qui fit frémir Ricardo, ce fut un événement inattendu. Quelques semaines après leur retour, les passagers reçurent tous des cartes postales mystérieuses, sans expéditeur, montrant des images de l'île. Chacune portait le même message écrit à la main, « Revenez. Nous vous attendons ». Les craintes se transformèrent en cauchemars, et des amis commencèrent à disparaître, laissant derrière eux des mystères irrésolus. Le mystère de l'île perdue dans les Caraïbes est-il réellement terminé? Que s'est-il passé cette nuit-là? Des réponses demeurent cachées dans les ombres de ce lieu maudit. Si vous avez été captivé par cette histoire troublante, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir encore plus de récits qui vous glaceront le sang. Qui sait quels autres secrets les profondeurs de la mer et les ombres des îles cachent encore? Le mystère du triangle des Bermudes. Les avions survolant le tristement célèbre triangle des Bermudes suscitent toujours des craintes, des superstitions et des légendes terrifiantes. Le commandant Enrique, avec plus de 30 ans d'expérience dans le cockpit, n'avait jamais accordé la moindre importance à ces rumeurs. Après tout, des milliers de vols traversaient cette zone chaque année sans incident majeur. Mais tout allait changer ce jour fatidique, lorsqu'il prit les commandes d'un vol entre Miami et San Juan. Ce qui devait être une traversée paisible se transforma en un cauchemar éveillé, gravant à jamais dans sa mémoire l'horreur de l'inconnu. La nuit était claire, le ciel sans nuages, et l'avion se déplaçait à une altitude stable de 30 000 pieds au-dessus de l'Atlantique. Pourtant, au milieu de cette sérénité apparente, quelque chose changea brutalement. Sans aucun avertissement, une épaisse brume grisâtre enveloppa l'avion, réduisant la visibilité à presque zéro. Enrique n'avait jamais vu un tel phénomène, et son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Les instruments de bord, jusqu'alors parfaitement fonctionnels, commencèrent à afficher des informations incohérentes. L'altitude oscillait, la vitesse diminuait puis augmentait de façon inexplicable, et tous les signaux radars disparurent, laissant le cockpit dans une désorientation totale. Avant de continuer, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne si vous aimez les histoires qui défient l'entendement et plongent dans l'inconnu. Vous ne voulez pas manquer la suite de ce récit glaçant. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Le silence dans le cockpit était angoissant, seulement interrompu par le bruit faible des instruments qui cliquetaient nerveusement, comme s'ils luttaient pour fonctionner. Les membres de l'équipage échangèrent des regards anxieux, mais c'est Enrique qui sentit une peur viscérale grandir en lui. Il tenta de contacter la tour de contrôle, mais tout ce qu'il reçut en retour fut une intense statique. Puis, au milieu de cette cacophonie, quelque chose d'inimaginable se produisit. Une voix. D'abord indistincte, comme un chuchotement à peine audible, mais qui devint de plus en plus clair, plus sinistre. C'était une voix féminine, douce mais implacable, répétant encore et encore son nom, Enrique. Enrique. Le capitaine sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Comment était-ce possible? Qui l'appelait? Il vérifia les communications, pensant à une interférence. Mais la voix persistait, s'amplifiait même. Bientôt, elle fut rejointe par d'autres. Des voix d'hommes, de femmes, qui murmuraient à l'unisson, en une sorte de chant macabre. Elles semblaient proches, comme si elles étaient juste derrière lui, dans le cockpit, mais quand Enrique se retourna, il ne vit rien d'autre que ses collègues, tout aussi perturbés. Leurs yeux étaient écarquillés, mais ils semblaient ne pas entendre ces voix étranges, comme si elles ne résonnaient que dans la tête d'Enrique. Le brouillard à l'extérieur de l'avion s'épaississait. L'obscurité qui l'accompagnait était totale, dévorant les lumières de l'appareil comme une mer noire et infinie. Et puis, tout d'un coup, une secousse violente ébranla l'avion. Les passagers crièrent, les objets se renversèrent. Enrique, bien que terrifié, tenta de reprendre le contrôle, mais il n'y avait plus rien à faire. L'avion ne répondait plus, et les commandes tournaient dans le vide. Une panique grandissante s'empara de l'équipage alors que l'appareil semblait descendre, aspiré par une force invisible.
Alors que le chaos régnait dans la cabine, Enrique remarqua quelque chose d'encore plus troublant, l'horloge de bord s'était figée. Chaque seconde qui passait semblait étirée, interminable, comme si le temps lui-même était suspendu dans cette étrange brume. Cela faisait des heures qu'il volait dans ces conditions, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Pourtant, lorsqu'il regarda son chronomètre personnel, il réalisa avec horreur que seules 5 minutes s'étaient écoulées depuis leur entrée dans le brouillard. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la brume se dissipa. L'obscurité se brisa, laissant place à un ciel clair et étoilé. Les instruments de bord se réinitialisèrent, et l'avion semblait enfin retrouver son cap. Cependant, quand Enrique tenta de localiser leur position, une nouvelle surprise les attendait. Ils avaient dévié de plus de 600 km au sud, survolant désormais la côte de Cuba. Pourtant, selon toutes les lois de la physique, une telle distance ne pouvait être parcourue en si peu de temps. Les voies avaient disparu, mais l'angoisse demeurait. Comment avait-il pu parcourir une telle distance en si peu de temps? Et ces voix, ces murmures sinistres, que signifiaient-ils? Une fois au sol, Enrique rapporta l'incident, mais les autorités restèrent sceptiques. L'appareil n'avait aucune anomalie technique, et aucune explication logique ne fut trouvée. Cependant, ce qui glaça encore davantage le sang du capitaine fut une découverte qui échappa à tous. Son nom, gravé sur le métal, à l'arrière de l'appareil, dans une écriture ancienne et tremblante. Enrique. Enrique quitta l'aviation peu de temps après cet événement. Les cauchemars qui le hantaient étaient devenus insupportables. Chaque nuit, il entendait à nouveau ces voix, ces murmures qui résonnaient dans le silence de sa maison, l'appelant sans cesse. Ses collègues, eux, tentèrent d'oublier cet incident, mais aucun d'entre eux ne vola jamais plus au-dessus du triangle des Bermudes. Et chaque fois que l'on évoquait cet endroit maudit, un frisson glacé parcourait leur échine. Certaines questions ne trouvent jamais de réponse, et peut-être est-ce mieux ainsi. Mais pour Enrique, une chose était certaine, le triangle des Bermudes n'était pas un simple mythe, et ce qu'il y avait vécu dépassait de loin l'imagination humaine. Qu'y avait-il au-delà de ce brouillard? Quel secret cache cette zone où tant d'avions et de navires disparaissent sans laisser de traces? La prochaine fois que vous monterez à bord d'un avion, et que vous regarderez par le hublot, souvenez-vous de cette histoire. Et si, par malchance, vous deviez survoler cette zone maudite, préparez-vous à affronter l'inimaginable, car le triangle des Bermudes ne pardonne jamais. Et vous, croyez-vous au mystère du triangle des Bermudes? Si cette histoire vous a fait frissonner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits terrifiants. Le monde regorge de mystères qui attendent d'être dévoilés, et nous serons là pour les explorer avec vous. La petite fille du vol nocturne pour Sydney. Les vols transcontinentaux entre Los Angeles et Sydney sont des voyages interminables, surtout quand ils se déroulent dans l'obscurité silencieuse de la nuit. Le capitaine Miguel, un vétéran de l'aviation avec des milliers d'heures de vol à son actif, connaissait bien ces trajets. Ces longues heures dans le ciel, la monotonie des moteurs ronronnants, les cabines plongées dans l'obscurité tandis que les passagers s'enfonçaient dans un sommeil agité. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose était différent. Une sensation désagréable flottait dans l'air, un poids invisible qui pressait contre ses épaules, comme si une force indéfinissable rôdait dans les coins sombres de l'avion. Ce que Miguel ne savait pas encore, c'est que ce vol allait changer à jamais sa vision de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Avant d'entrer dans l'horreur que vous allez découvrir, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez les récits qui vous glacent le sang, ne manquez pas nos prochaines histoires terrifiantes. Maintenant, plongeons dans les ténèbres. Tout se passait normalement à bord du Boeing 777. Les passagers, une centaine à peine, s'étaient endormis après le repas, et la cabine baignée dans une lumière tamisée ressemblait à une ville fantôme. Les hôtesses de l'air s'affairaient silencieusement, et la plupart des systèmes de l'avion étaient en mode automatique. Miguel profitait d'un moment de calme dans le cockpit avec ses deux copilotes, discutant distraitement des prochains vols. C'est à ce moment que l'écran de surveillance du couloir arrière attira son attention. Là, dans l'obscurité du corridor menant à la section des bagages, une silhouette minuscule se déplaçait. Une enfant, probablement pas plus âgée de 6 ans, marchait d'un pas lent et régulier. Elle portait une petite robe blanche, ses cheveux noirs lâchés tombant sur ses épaules. Ce détail seul n'aurait pas été si alarmant, s'il y avait eu des enfants à bord. Miguel consulta rapidement la liste des passagers. Il n'y avait aucun enfant enregistré. Aucun. Le cœur de Miguel se serra. Le regard fixé sur l'écran, il observa la petite fille avancer tranquillement vers l'arrière de l'appareil. Elle semblait flotter, glissant presque, ses pieds à peine visibles sous l'ombre de la robe blanche.
Il appela aussitôt la chef de cabine, Lena, pour lui demander si elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Lena arriva rapidement dans le cockpit, son visage marqué par l'inquiétude. Elle n'avait vu aucun enfant à bord. Ils repassèrent les images des caméras de surveillance ensemble, et la petite silhouette était toujours là, marchant vers l'arrière. Elle s'approchait du compartiment de bagages. La tension monta d'un cran. « Tu es sûr qu'il n'y a pas d'enfant sur ce vol ?» demanda Miguel, sa voix un peu plus tendue que d'habitude. Lena secua la tête. J'en suis certaine. Ils regardèrent l'écran ensemble, figés. La petite fille atteignit le compartiment de bagages et disparut soudainement de la caméra, comme si elle avait été avalée par l'obscurité. Miguel se leva de un bond. Je vais aller voir. Miguel quitta le cockpit, traversant l'avion avec une étrange sensation de froid dans l'échine. Les passagers étaient paisiblement endormis, inconscients de ce qui se passait autour d'eux. Tout semblait étrangement calme. Mais plus ils s'approchaient de l'arrière de l'appareil, plus l'air devenait glacial. Chaque pas semblait plus difficile à faire, comme si une force invisible tentait de l'en empêcher. En arrivant au compartiment de bagages, une vague de froid intense le frappa de plein fouet. La température chuta brutalement, et sa respiration se transforma en nuage de vapeur devant lui. Ce qui était impossible à 12 000 mètres d'altitude dans un avion hermétiquement clos. Il s'arrêta net. Au milieu des bagages, la petite fille se tenait là, immobile. Ses yeux noirs et vides le fixaient avec une intensité terrifiante. Miguel sentit son cœur s'accélérer. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit, comme si les mots étaient aspirés dans un vide insondable. Puis, d'une voix douce et à peine audible, elle murmura « Papa est ici ». Le souffle de Miguel se coupa. Avant qu'il ne puisse réagir, la fillette disparut. Elle s'évapora dans l'air, comme une brume dissipée par une brise glacée. Miguel retourna précipitamment dans le cockpit, le visage blême. Lena, qui l'attendait, vit son expression horrifiée et sut que quelque chose d'irréel venait de se produire. Ils contactèrent la compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les vols passés. Ce qu'ils découvrirent était plus troublant encore. Il y a 10 ans, un vol similaire avait disparu en plein vol entre Los Angeles et Sydney. Un père et sa fille étaient à bord de cet avion, assis à l'arrière. Le père, dévasté par une perte récente, aurait été instable mentalement, et il est supposé qu'il aurait causé l'accident. Cependant, aucune trace de l'avion ni des corps n'avait jamais été retrouvée. Le dossier avait été fermé, classé comme un accident mystérieux. Mais ce n'était pas tout. Le vol sur lequel il se trouvait, celui du capitaine Miguel, suivait exactement le même trajet que l'avion disparu. Ce fait glaça encore plus l'équipage. Miguel savait maintenant que ce qu'il avait vu n'était pas une simple illusion. La petite fille était liée à cet événement tragique, piégée dans un entre-deux-mondes, cherchant peut-être à rejoindre son père, ou à délivrer un message jamais reçu. Alors que le vol approchait de Sydney, un calme étrange s'installa à bord. Mais Miguel ne pouvait plus trouver la paix. Chaque grésillement de la radio, chaque lumière clignotante semblait imprégnée d'une présence surnaturelle. Il scrutait les caméras, espérant ne plus jamais revoir cette silhouette fantomatique. Mais au fond de lui, il savait que l'histoire n'était pas terminée. Dans les dernières minutes avant l'atterrissage, alors que l'avion commençait sa descente, la caméra du couloir arrière clignota à nouveau. Là, debout au même endroit, la petite fille réapparut. Cette fois-ci, elle ne marchait pas. Elle restait simplement là, le regard fixant la caméra, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Lena, à côté de Miguel, murmura « Qu'est-ce qu'elle veut ?» Miguel, les mains tremblantes, ne pouvait pas répondre. Puis, la radio crépita une dernière fois, et une voix familière résonna dans le cockpit, basse et désespérée. « Nous sommes ici ?» Papa est ici. Les lumières de la piste d'atterrissage apparurent devant eux, et le vol se termina sans autre incident. Mais Miguel savait que ce n'était pas la fin. Ce vol, comme celui d'il y a 10 ans, portait en lui un fardeau invisible, une présence qui ne disparaîtrait jamais. Si cette histoire vous a donné des frissons, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour plus de récits effrayants et mystérieux. Certains vols ne reviennent jamais à la normale, et certains passagers non plus. La voix du commandant mort à New York. La route New York-Londres est l'une des plus fréquentées au monde. Chaque jour, des centaines de passagers montent à bord des avions, remplis d'anticipation pour leur voyage. Parmi les pilotes, le commandant Roré, un homme à l'expérience inestimable, se préparait pour un vol régulier. Avec des milliers d'heures de vol à son actif, il connaissait chaque détail de cette trajectoire transatlantique par cœur. Mais cette nuit-là, rien ne se passa comme prévu.
Alors que l'avion s'élevait dans le ciel étoilé, tout semblait normal. La cabine était calme, et les passagers s'installaient confortablement, prêts pour le long voyage. Rory et son copilote échangeaient des plaisanteries, se remémorant les bons moments passés sur cette même route. Mais au fil des heures, une étrange sensation commença à s'insinuer dans l'air, une tension palpable que personne ne pouvait expliquer. C'est alors que les choses prirent un tournant terrifiant. Alors que le vol atteignait son altitude de croisière, la tranquillité de la cabine fut soudainement perturbée. Les membres de l'équipage, occupés à leurs tâches, entendirent une voix venant de la cabine du copilote. Mais cette voix n'était pas celle de Rory. C'était une voix familière, celle d'un homme qui avait tragiquement perdu la vie des années auparavant. C'était le commandant Marcos. La voix résonnait dans la cabine, douce et apaisante au premier abord, mais rapidement, elle devint de plus en plus troublante. Jorge Fursana. C'est impossible, murmura-t-il. Marcos ne peut pas être ici. Pourtant, la voix continuait de parler, énonçant des instructions précises comme si elle cherchait à les guider. Mais au fur et à mesure que les mots s'échappaient, le contenu devenait de plus en plus sinistre. Ce qui terrifia vraiment Rory, ce fut la répétition des mots du dernier vol de Marcos, celui qui avait conduit à l'accident tragique. Altitude erronée, nous tombons. Chaque syllabe était prononcée avec une précision déconcertante, comme si Marcos était là, revivant son dernier moment de terreur. Les membres de l'équipage se regardèrent, la peur dans les yeux. Comment pouvait-on expliquer cela? Était-ce une hallucination collective? Un mauvais goût de la part de l'univers? Le stress? Mais alors que la voix continuait de s'élever, les cœurs battant à tout rompre, un frisson glacé parcourut l'échine de Rory. Il avait l'impression d'être observé, comme si une présence invisible pesait sur lui. Et plus il essayait de se concentrer sur le vol, plus la voix devenait insistante. Altitude erronée, nous tombons. Les membres de l'équipage commençaient à perdre leur sang-froid. Un des hôtesses de l'air, les larmes aux yeux, se précipita vers la cabine du commandant, mais Rory l'en empêcha. « Restez ici. Ne vous approchez pas », cria-t-il. Ils devaient se concentrer, garder leur calme. Mais chaque mot de Marcos résonnait dans leur esprit comme un avertissement. À chaque passage, Rory était tiraillé entre la raison et la peur. Son instinct lui criait de ne pas céder à la panique, mais les mots de son prédécesseur prenaient possession de son esprit. Au fur et à mesure que l'avion avançait vers Heathrow, Rory pouvait presque sentir le souffle glacé de Marcos à ses côtés, comme une ombre oppressante. Finalement, après une lutte intérieure intense, l'équipage réussit à poser l'avion. La terre ferme sous les roues était un soulagement, mais la tension demeurait. Une fois au sol, les passagers applaudirent, croyant que tout était terminé. Mais pour l'équipage, l'angoisse ne faisait que commencer. Après l'atterrissage, l'enregistrement de la cabine fut analysé. La nervosité dans l'air se transformait en terreur lorsque les techniciens commencèrent à écouter les enregistrements. À leur grande horreur, ils découvrirent quelque chose d'impossible. La voix de Marcos était bien là, claire et distincte. Elle appelait à l'aide, répétant inlassablement des phrases de désespoir. « Altitude erronée, nous tombons, aidez-nous » Les enquêteurs ne savaient pas comment réagir. Comment un homme mort depuis des années pouvait-il être enregistré dans la cabine d'un avion? Les mystères s'accumulaient, et les rumeurs commencèrent à se répandre. Certains affirmaient que l'esprit de Marcos hantait encore le ciel, cherchant à avertir les pilotes des dangers invisibles. Les jours passèrent, et l'histoire du vol devenu célèbre fit le tour des médias. Les passagers étaient soulagés d'être en vie, mais beaucoup d'entre eux ressentaient encore la peur. Ils se demandaient, était-ce vraiment la voix de Marcos, ou simplement une manifestation de l'anxiété collective? Quoi qu'il en soit, les témoignages des membres de l'équipage restèrent gravés dans les mémoires. La légende du commandant mort de New York continua de hanter les cieux. Des pilotes rapportèrent avoir entendu des voix semblables dans leur cabine, des murmures effrayants résonnant dans l'obscurité des nuits étoilées. Des histoires de rencontres étranges et de désastres évités grâce à des avertissements mystérieux circulaires. Beaucoup croyaient que l'âme de Marcos veillait toujours sur eux, cherchant à les protéger des dangers invisibles qui rôdent dans le ciel. Alors, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, gardez l'oreille attentive. Peut-être qu'une voix familière se manifestera dans les cieux, cherchant à vous guider vers la sécurité. Si vous avez aimé cette histoire troublante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui vous donneront des frissons. Qui sait quelles autres histoires hantent les cieux au-dessus de nous? Le vol fantôme d'Anchorage. Une nuit glaciale, au cœur de l'hiver impitoyable de l'Alaska, le capitaine Thomas se préparait pour un vol de fret apparemment ordinaire depuis Anchorage. Avec des décennies d'expérience dans l'aviation, il avait traversé toutes sortes de conditions, des tempêtes de neige déchaînées aux turbulences imprévisibles. Mais cette nuit-là,
Une tension inexplicable flottait dans l'air, comme si une force invisible s'apprêtait à bouleverser le cours des événements. Dès le début, quelque chose ne tournait pas rond. Les systèmes de bord, d'ordinaire si fiables, affichaient des anomalies mineures. Rien de suffisamment alarmant pour annuler le vol, mais assez pour éveiller une inquiétude sourde chez la petite équipe de 3 hommes qui formait l'équipage. Chaque bip des instruments semblait résonner plus fort que d'habitude, chaque grésillement de la radio paraissait hanté par une présence oppressante. Avant de plonger dans l'horreur qui attendait le capitaine Thomas et son équipage, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez les récits captivants et terrifiants qui plongent dans l'inexplicable, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cette histoire vous hantera longtemps après l'avoir entendue. Le décollage se passa sans incident majeur. Le Boeing 747 cargo s'éleva dans le ciel nocturne, se frayant un chemin à travers les ténèbres glaciales de l'Alaska. La neige tombait doucement, et les lumières d'anchorage disparurent rapidement derrière eux, laissant place à l'immensité noire de la nuit polaire. Cependant, au bout de quelques heures, alors qu'ils survolaient une région isolée, loin de tout trafic aérien connu, une anomalie apparut sur le radar. Une forme, un signal non identifié, se rapprochait rapidement de leur trajectoire. Le capitaine Thomas fronça les sourcils en observant l'écran. Il savait que cet espace aérien était désert. Aucun autre vol n'était prévu dans cette zone. Pourtant, la forme persistait, grandissant à chaque seconde, comme si elle fonçait droit sur eux. L'équipage échangea des regards perplexes, puis nerveux. Thomas prit contact avec la tour de contrôle pour vérifier l'origine de l'objet, mais la réponse fut immédiate. Aucun autre avion n'était dans les environs. Le signal sur le radar, cependant, continuait de se rapprocher, se déplaçant à une vitesse effrayante. Et puis, sans avertissement, le signal disparut. Comme s'il n'avait jamais existé. Le silence dans la cabine devint lourd, presque palpable. L'équipage tentait de rationaliser ce qu'il venait de voir, chacun cherchant une explication logique à cette disparition soudaine. Puis, brusquement, la radio crépita. Au début, ce n'était qu'un simple bruit de fond, une légère interférence. Mais rapidement, une voix émergea des grésillements. Elle était faible, lointaine, presque méconnaissable, mais chargée d'une détresse palpable. « Aidez-nous » la voix semblait étouffée, comme si elle venait d'un endroit très éloigné, ou d'une époque révolue. « Nous sommes tombés ici, il y a 20 ans. » Le cœur du capitaine Thomas s'arrêta un instant. Chaque membre de l'équipage regarda fixement les haut-parleurs, comme s'ils avaient été frappés de stupeur. La voix résonna à nouveau, cette fois plus distincte, mais empreinte d'une désespérance déchirante. « Nous sommes là, depuis 1983. Nous avons besoin d'aide. » Le sang de Thomas se glaça. En une fraction de seconde, il se rappela une histoire que tout pilote d'encorage connaissait. En 1983, un vol commercial avait disparu en plein ciel au-dessus de l'Alaska, jamais retrouvé, laissant derrière lui un mystère irrésolu. Leurs recherches étaient restées vaines, et l'épave n'avait jamais été localisée. L'équipage s'était volatilisé, tout comme l'avion, et aucun décor n'avait été découvert. Avant que l'équipage n'ait le temps de réagir, un autre événement inexplicable se produisit. À travers le cockpit, des lumières clignotantes apparurent dans la nuit noire, juste en face d'eux. Elles ressemblaient au feu d'atterrissage d'un avion. Un avion en détresse, qui tentait désespérément d'atterrir. Thomas ajusta sa trajectoire pour éviter ce qu'il pensait être un autre appareil en danger, mais à sa grande horreur, ces lumières restèrent fixes, comme suspendues dans le vide. Soudain, les lumières vacillèrent et disparurent aussi vite qu'elles étaient apparues. Le silence radio revint, laissant l'équipage dans une confusion totale. Thomas essaya à nouveau de contacter la tour, mais la seule réponse fut un sifflement métallique, froid et impénétrable, comme un écho des limbes. Le silence étouffant dans le cockpit était maintenant insoutenable. L'équipage, paralysé par la peur, se demandait ce qu'il venait de vivre. Thomas, lui, revint aux instruments, ses mains tremblantes. Il vérifia à nouveau leur position. À sa grande surprise, l'avion semblait avoir dévié de sa route de plusieurs kilomètres, comme s'il avait été aspiré hors de son trajet initial. Mais comment cela était-il possible? C'est alors que le radar s'illumina de nouveau. Cette fois, un autre signal, plus faible mais constant, réapparut. Ce n'était pas l'avion fantôme de tout à l'heure, mais quelque chose d'encore plus troublant. Le signal provenait exactement du même endroit où l'on croyait que l'avion disparu en 1983 s'était écrasé. Thomas sentit son estomac se nouer. Ce qu'il voyait défiait la logique, et pourtant, il ne pouvait pas nier ce qui s'affichait sur ses instruments. L'avion, ou ce qu'il en restait, semblait toujours là, errant dans le ciel, comme un fantôme du passé. Alors que l'avion de Thomas approchait du point de disparition, la température à bord chuta brutalement.
La condensation sur les fenêtres du cockpit se figea en une fine couche de glace, et la respiration de l'équipage formait des nuages dans l'air. Puis, sans prévenir, la radio s'anima une dernière fois. « Ne venez pas. Ne nous rejoignez pas. C'est notre prison. » Cette dernière phrase, émise dans un murmure presque inaudible, résonna dans les esprits de l'équipage. Sans perdre une seconde, Thomas effectua une manœuvre d'évitement, détournant leur trajectoire du point maudit. Le cœur battant à tout rompre, il s'éloigna de cette zone hantée, priant pour ne plus jamais en entendre parler. Ils atterrirent à Anchorage dans un silence lourd. Aucun d'entre eux n'osa parler de ce qu'il avait vu et entendu. Mais la vérité, bien que refoulée, demeurait. Ce vol perdu en 1983 n'avait jamais quitté le ciel. Il errait, quelque part entre la vie et la mort, cherchant désespérément à envoyer un message depuis un autre monde. Le capitaine Thomas et son équipage, quant à eux, firent un pacte silencieux, ils ne reparleraient jamais de cette nuit. Mais même des années plus tard, dans les recoins les plus sombres de leur cauchemar, les voix revenaient. Elles murmuraient toujours, appelant depuis les ténèbres de l'Alaska. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits terrifiants. Il y a des mystères dans le ciel, et chaque vol peut être votre dernier.